Hercule Poirot, Columbo, Miss Marple et bien sûr Sherlock Holmes font partie de ce que je préfère en roman et séries télévisées quand l'adaptation en est réussie pour le média audiovisuel. Ni l'étonnante rencontre qui allait bouleverser mon existence. Ayant lu toutes les œuvres d'Agatha Christie et bien sûr de Conan Doyle, je garde une grande affection pour le détective londonien du 221B Baker Street, Sherlock Holmes. Vous vous appelez James Watson. Vous venez du nord de l'Angleterre, votre père est docteur, vous passez une grande partie de votre temps libre à écrire. Beaucoup de films et de séries adaptèrent les aventures du plus grand détective de tous les temps, dont certains restent de grands moments télévisuels ou cinématographiques, comme la série de chez Granada de 1984 à 1994 avec Jeremy Brett, David Burke et Edward Hardwicke. Ces deux derniers en Watson. Le Chien des Baskerville, bien sûr, chef-d'œuvre gothique de la Hammer, la série moderne de Stephen Moffat et Mark Gatiss avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, les films de Guy Ritchie même avec Robert Downey Jr. et Jude Law, le Mr. Holmes de Bill Condon avec Sir Ian McKellen et une belle apparition en hommage au film du jour de Nicholas Rowe en Holmes au cinéma et les jeux vidéo bien sûr en pagaille. Le 26 mars 1986, à la première séance du film de 14h, je ne cache pas ma joie d'aller voir une production Amblin dont Steven Spielberg est bien sûr le porte-étendard et dont le personnage principal n'est autre que mon héros, ici rajeuni, et où l'adaptation va se faire au collège, alors que dans les romans, Holmes et Watson ne se rencontrent que bien plus tard, adultes. Vous avez un truc, c'est un tour de passe-passe ou de magie? Non, ce n'est pas de la magie. J'ai procédé par déduction. On peut y voir des prémices d'Harry Potter, bien sûr, avec un script très intelligent de Chris Columbus, qui réalisera les 2 premiers opus de la saga Harry Potter. Il réussit à adapter des trames des romans sans jamais les trahir. On assiste à la Merci. Il est particulièrement ennuyeux aujourd'hui. Chlorure de potassium. Le seul amour de Holmes, par exemple, Irene Adler dans les romans, dans Scandale en Bohème, est remplacé ici par le personnage d'Elizabeth Hardy, dont le tragique destin expliquerait le non-intéressement de Holmes pour les femmes. Je veux ne jamais être seul. De même, le méchant, excellent d'ailleurs, qui dans une des seules scènes post-génériques de l'époque, des années 80, se révèle enfin avec son nouveau nom, Némésis implacable du héros détective. Alors il était rare d'avoir des post-génériques à la fin d'un film, beaucoup de gens se barraient. Moi j'aimais bien écouter la musique, donc je restais, ce qui me permit d'avoir des petites surprises. Bon alors, dans Ferris Bueller, c'est certes, vous avez la vidéo pendant tout le générique, donc quand vous arrivez à la fin... T'es encore là? C'est fini? Vous n'êtes pas surpris, mais c'est vrai que les maîtres de l'univers, par exemple de Gary Goddard, avec l'apparition de Skeletor à la fin, m'avaient bien calmé. Je reviendrai. Donc les méchants du film vont tuer des adultes avec des hallucinogènes, et quand Holmes et Watson sont touchés, l'un, Watson, y voit des pâtisseries l'agresser. Non! Alors que l'autre se retrouve devant le pendant négatif de ses déductions, ayant informé sa mère des tromperies du père. Toi, tout ceci est ta faute, mon fils. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Ce qui brisera leur mariage. Les scènes de collège, tournées à celui d'Eton, d'enquête, d'aventure, sont de plus ici appuyées par une musique absolument démentielle du grand Bruce Broughton, sans commune mesure une de mes préférées dans mon tome 10. Nous avons aussi des effets spéciaux plus que convaincant, réalisé par ILM, Industrial Light and Magic, dont une des branches, qui s'appelle Pixar, va nous calmer très vite. En effet, dans les premières images de synthèse, dirigées par un certain John Lasseter,
dont le nom de son petit bureau Pixar fera naître devant nos yeux ébahis un personnage en 3D, un chevalier en vitrail d'église, qui reste un des plus grands moments pour moi de spectateur. Une époque où adapter des personnages les plus iconiques du monde était quelque chose qui pouvait vite tourner mal, mais qui ici va nous exploser à la gueule comme un film essentiel, presque fleuve, tant le fantasme de cette jeunesse de Holmes devrait pour le bonheur de tous devenir canon et rester à jamais comme la vraie rencontre entre Sherlock Holmes et le futur Dr Watson. Élémentaire après tout, les fans avaient réussi à convaincre Conan Doyle de ressusciter le détective après l'avoir tué dans le dernier Problème sur les romans. Holmes releva le défi sans hésitation. Je déclare la partie ouverte. Beaucoup de gens se sont essayés à reprendre les histoires de Holmes sous une forme ou une autre. Il combat par exemple Jack l'Éventreur ou Dracula, mais parfois se retrouve à l'écran dans des œuvres inoubliables comme La Solution à 7% de Nicolas Meyer, Sherlock Holmes attaque l'Orient Express en français, La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, où Holmes et Watson vont se retrouver au bord du Loch Ness tout en y montrant ses principaux défauts, la drogue entre autres, ou enfin dans d'autres films comme le très bon Meurtre par décret de Bob Clark où Holmes enquête sur les meurtres de Jack l'Éventreur. Et en 1986, arrive par le biais d'Amblin, la société de production de Steven Spielberg et Kathleen Kennedy, ce Young Sherlock Holmes, bien meilleur titre que Le Secret de la Pyramide, qui effectivement sert de temple à Londres et d'histoire ancienne, mais n'est pas non plus le but principal de l'histoire, ni extrêmement montré dans le film, mais qui va me rendre absolument dingue et me faire fantasmer comme jamais. Le film est produit bien sûr par la Paramount, mais aussi par Henry Winkler, le Fonzie et Jours Heureux, qui était devenu producteur depuis. Non, elle est vivante! Ils soumettent tous le sujet au maître des blockbusters du moment, Steven Spielberg, qui accepte, lui-même ayant toujours voulu adapter le personnage, et va demander au créateur des Gremlins et des Goonies, Chris Columbus, de travailler sur l'histoire. Emparez-vous de lui! Attrapez-le! Pour ne pas heurter la sensibilité des fans du héros, qui peuvent vite passer de fans à tueurs en série si l'on charcute leur personnage préféré, il faut savoir que le plus grand détective du monde a une aura exceptionnelle en Angleterre et aux États-Unis, bien moins qu'en France. Columbus va donc travailler son récit pour en effet changer la rencontre Holmes-Watson à l'âge adulte dans les romans à celui de l'adolescence dans le film de Levinson, sans jamais perdre de vue les personnages, ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Il lui faudra 9 mois pour écrire le script et il lira tous les romans de Conan Doyle traitant bien sûr du personnage, ainsi que l'œuvre de Dickens pour se plonger dans la forme. C'est une antiquité. L'inspecteur Lestrade est donc aussi présent bien sûr, comme dans les romans il est contre les investigations de ce futur jeune détective. Vous étiez convaincu que l'ambassadeur de France avait détourné 300 000 livres des coffres de la Banque d'Angleterre. Je n'étais pas loin, c'était l'ambassadeur de Belgique. Oh, Holmes. Et nous avons aussi bien sûr l'apparition d'un énorme méchant dont le vrai nom nous sera relevé en scène post-générique. Il a fait fi de la discipline. Ne remplacez jamais la discipline par l'émotion. Joli coup, Holmes. Je tiens d'ailleurs à me remercier d'avoir toujours voulu rester à la fin de ces génériques, malgré le fait que les hôtesses ou les hôtes d'accueil des cinémas voulaient me dégager avant que le film finisse. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, je vous l'accorde. Mais bon, à l'époque c'était comme ça, il fallait dégager pour faire rentrer les gens. Je n'ai donc moi jamais eu de mauvaise surprise en ratant quelque chose, et pourtant à l'époque ce n'était pas courant. Columbus va donc réussir à nous expliquer une sorte de passé alternatif du personnage, mais plausible, dans ce qui va devenir par la suite solitaire, froid et mathématique. Et c'est dans les sous-sols de Londres, comme dans ceux de la ville des Goonies, que le mal se cache.
La mort rôde donc dans la ville mystérieuse, aux rues parfois très glauques, et même la dinde de Noël se rebiffe et attaque celui qui veut la manger. Complot assez exotique avec la secte des encapuchonnés, meurtre rude et sans concession, on pense au signe des 4 et va, par de petites scènes, nous faire croire à plusieurs idées sur le mythe, la pipe, la solitude, comment Sherlock est devenu Holmes. Alors que je regardais Holmes s'installer pour le voyage, Les scènes de sacrifice aussi, ou d'illusion, sont vraiment extrêmement réussies et nous permettent d'avoir des scènes cultes et inoubliables. Les meurtres de chaque protagoniste, bien sûr, mais aussi le grand sacrifice, plutôt horrible, et la scène du cimetière, conspuée à l'époque pour la scène de Watson, parce que trop Spielbergienne dans le mauvais sens du terme, mais mélangée avec celle d'Holmes et Elizabeth, nous sommes servis par des moments d'horreur et d'illusion. Écoutez-moi, ça n'existe que dans votre imagination. Réveillez-vous. Londres y est gothique, victorien bien sûr, et superbement représenté par sa lutte des classes. Je les avais dans mon échoppe. J'ai cédé tout le lot. À qui donc? À un Égyptien. Le générique informe que l'histoire est une adaptation et est donc le premier à bénéficier d'un personnage entièrement réalisé en images de synthèse. Barry Levinson, connu pour ses films comme Le Meilleur, Les Filous, Good Morning Vietnam, Rain Man, Bugsy, Toys, Sleepers ou encore Sphere d'après Michael Crichton, va donc réaliser le film en lieu et place de Monsieur Spielberg, pris sur la préparation du tournage de La Couleur Pourpre. Rythmé et sans aucun temps mort, alors que peu habitué aux films d'aventure, Levinson réussit le film en tout point, ce qui en étonna plus d'un. Avec en directeur de la photo un des meilleurs dont l'apparence du film est essentielle, le grand Stephen Goldblatt, qui travaillera sur L'Arme Fatale 1 et 2 de Richard Donner, Outland de Peter Yamsky, arrive bientôt Les Prédateurs de Tony Scott ou Cotton Club de Francis Ford Coppola. Ces jeux sur les ombres dès les premières scènes, avec les prises de vue aux angles très bizarres, donnent au film un ton mystérieux dès les 5 premières minutes. Laissant libre champ à l'équipe, les producteurs seront extrêmement satisfaits du film, distrayant de bout en bout. Il ne rencontrera malheureusement pas son public, avec un peu moins de 20 millions de dollars pour un budget de 18. En France, il fera un peu moins de 800 000 entrées. Certains critiques trouveront le film invraisemblable et banal, pensant y trouver une variation sur l'adolescence freudienne par-dessus tout. Les gens sont complètement fous. Mis à part dans les grandes villes américaines où le succès fut plus important, dans le reste du pays, les adultes pensaient que c'était un film pour les enfants et les enfants pensaient que c'était un film pour les adultes. Je ne vois pas pourquoi ça ne pouvait pas contenter les deux, mais c'est comme ça. Et il faut le dire, le Londres victorien n'intéresse que peu l'Américain moyen à l'époque. Reconstitution de Londres exemplaire pourtant, des matte paintings saisissants, gothiques et magnifiques, et même proches des films de la Hammer par moments, effets spéciaux réussis, acteurs au charisme évident, et un putain de combat final sur un lac glacé qui nous rappelle les meilleurs films d'aventure. Se rater au cinéma est bien dommage, c'est un putain de grand film qu'il faut découvrir ou redécouvrir dès que possible. Puissamment observé. Il ne fait aucun doute que je serai parvenu à cette conclusion tôt ou tard. Les jeunes acteurs durent se battre pour pouvoir jouer dans le film, même après avoir été castés. En effet, les écoles et les parents ne voulaient pas entendre de parler de tournage pour qu'il ne manque pas un trimestre. Nicholas Rowe va donc interpréter un Sherlock Holmes jeune et fougueux, amoureux et déjà aguerri aux déductions les plus impressionnantes. On ne le reverra sur grand écran que 13 ans après dans le Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie.
Souvenez-vous, il faisait pousser une certaine herbe thérapeutique. Il tournera dans certains épisodes de série, et Bill Condon, donc réalisateur du très bon Mr. Holmes, avec un Holmes vieillissant ayant les traits de Sir Ian McKellen, qui va voir une de ses aventures au cinéma, et le personnage y est interprété à l'écran par Nicholas Rowe. Murder, Mr. Calmont. Murder. J'ai trouvé que c'était un bel hommage. L'acteur à la ressemblance frappante sera doublé par William Corrin, la voix de Jackie Chan, Leland Orser, Emilio Estevez et beaucoup de voix dans l'animation. Il est inutile de manquer de tact. Venez, nous n'avons pas toute la journée. Pourquoi? Mais où allons-nous? Alan Cox, donc jeune acteur, et donc ce cher Watson, seul grand rôle de sa filmographie, il y est excellent. Son doublage est extrêmement pertinent avec un jeune Watson doublé par Jackie Berger. Et oui, c'est une comédienne de doublage, à la voix reconnaissable entre mille. Watson est doublé donc par une femme. Vous l'aurez entendu en Danny Torrance dans le film Shining, Rocky Balboa Jr. dans Rocky 3, 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit. C'était aussi la petite sorcière dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, et a de multiples personnages dans les dessins animés, notamment dans Dragon Ball, Ken le Survivant, Les Mystérieuses Cités d'Or, Rémi sans famille ou Tom Sawyer. Je me suis dit qu'elle vous ferait moins tousser que moi. Le nombre de voix dans l'animation et les séries télévisées sont légion. En Watson âgé, qui compte en voix off tout le film, nous avons André Valmy, voix extrêmement connue de Walter Matthau, George C. Scott, Robert Shaw, surtout dans Les Dents de la Mer, Telly Savalas et 8 milliards d'autres voix. Ainsi se terminait ma première aventure avec Monsieur Sherlock Holmes. Alan Cox lut tous les romans de Conan Doyle et regarda un nombre de films sur les personnages, notamment la série avec Basil Rathbone et Nigel Bruce. Il n'aimait pas la façon dont Bruce avait de jouer ce personnage, qu'il trouvait trop idiot. Avec Levinson, ils en firent un étudiant, pris dans une aventure malgré lui. Cox dut porter des prothèses pour le rendre rondouillard, ce qui l'empêchait de marcher normalement. D'un jeune garçon faible et craintif, il avait fait un homme courageux et fort. De l'étudiant, il passera à l'homme d'action avec un vrai plaisir pour nos yeux. L'amour de Holmes, et oui, Elizabeth Hardy, jouée par Sophie Ward, avait été vue dans quelques films, dont Les Prédateurs de Tony Scott et quelques séries. Je vous attendrai. Et vous serez en retard. Comme toujours. Sa voix française est celle de Meg Ryan, Diane Lane ou Julia Nixon en Cobao dans Rambo 2. Holmes! Le grand acteur anglais, Anthony Higgins, pour son rôle de professeur Ratty, puis, alors attention spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, le méchant Ithar, et bien sûr en fin de générique, le fameux Moriarty, Némésis de Holmes, est connu pour le film Quartet de James Ivory, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, La Promise de Frank Rodham, et sera revu dans un épisode de Miss Marple. C'est ça, Holmes. Continuons notre petit assaut, pendant que le sang de votre chère Elisabeth s'échappe lentement de ses veines. Un putain d'acteur anglais, doublé ici par le grand et merveilleux Bernard Tiffen, la voix de Christopher Walken, d'Anthony Perkins, de Donald Sutherland, de James Caan, Chuck Norris ou Tom Skerritt, et qui malheureusement est très reconnaissable sous son masque d'Ithar, et spoil donc tous ceux qui ont l'oreille fine en version française. Et oui, dès qu'on le voit parler masqué, on entend de suite la voix du professeur, on comprend très vite. Mais ce qui était au départ une opération commerciale devint une découverte archéologique de première importance. Lester Kragwitch, joué par Freddie Jones, acteur vu dans Terreur sur le Britannique de Richard Lester, Elephant Man et Dune, Tu fieras Watt, c'était lui, ou Sailor et Lula de David Lynch, Firefox de Clint Eastwood, Krull de Peter Yates, et j'en passe. C'est le grand Jean Topard qui le double, un ennemi de Rocambole et voix iconique. Rupert Waxflatter est joué par Nigel Stock, qui décédera l'année de la sortie du film. Il a joué le Dr Watson de 64 à 68 aux côtés de Peter Cushing. Je me suis piqué accidentellement avec une de ces épines. Satanées hallucinations. Une horreur. Roger Ashton Griffiths, en inspecteur Lestrade, il est excellent. Il joue dans Brasil de Terry Gilliam, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant de Peter Greenaway, et dans de nombreux films et séries. Sa voix française, bien sûr, est interprétée par Daniel Gall, et surtout connue pour être celle de Bill Bixby dans L'incroyable Hulk. Il est déjà minuit et demi.
Sherlock Holmes, la musique, vaste sujet. En fait, j'aime tellement ce score que j'aimerais vous le faire écouter en entier. C'est pour moi une musique obligatoire, un chef-d'œuvre absolu dont la composition et l'orchestration restera inimitable. Compositeur de musique de films tels que Silverado, Monster Squad, Presidio, Moonwalker, Le Seul Témoin, Tombstone ou Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, il est de ces compositeurs rarement cités alors que ses musiques sont rarement critiquables, voire supérieures à beaucoup d'autres compositeurs. De Dallas en passant par L'Âge de Cristal, la série, son Carmina Burana pour le film y est absolu, comme tous les morceaux du film. Édité en vinyle à l'époque, puis un promo en CD, un bootleg des sessions et un double CD en série limitée, finira avec un triple CD, l'intégrale complète chez Intrada. De quoi nous réjouir bien sûr musicalement. Il aura un Saturn Award de la meilleure musique, c'est Sherlock Communal qui en parle très bien dans son livre. Le film ne serait pas ce qu'il est sans cette musique démentielle. L'orchestre y est malmené de la plus belle manière et nous livre tant de thèmes que l'écoute en est époustouflante. Non. Donc raconté par un Watson adulte, le secret de la pyramide, bordel que ce titre est mauvais, va nous séduire, nous ensorceler et même nous faire fantasmer à l'époque pour ceux qui l'ont vu. Le mythe sous un autre angle, doté de scènes devenues ultra cutes à l'instant T. Je vais le tuer. Holmes, c'est vous qui allez vous faire tuer. Itard. L'élégance de la narration et de l'interprétation vont amener ce Sherlock Holmes, jeune, dans une aventure comme jamais, où mythe égyptien et ruelle sordide mélangent les deux genres, bondissant, envoûtant et extrêmement réussi, avec sacrifice de jeune fille aussi angoissante que dans le Indiana Jones, le temple maudit de Spielberg, enragé à ce moment-là. Un 7 sur 6 obligatoire pour moi, c'est un film absolu où drame, comédie et action s'entremêlent dans un spectacle absolument jouissif jusqu'à la conclusion fantasmée des romans. Bref, un régal. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, j'adore ce film, je pense que vous pouvez le comprendre. C'est voilà, une adaptation, mais pour moi, démentielle. C'est effectivement un monde parallèle, on peut le prendre comme ça, mais c'est aussi... Voilà, j'aimerais à la limite que ce soit canon parce que j'aime tellement l'idée, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est extrêmement bien écrit, voyez-le si vous ne l'avez pas vu, je vous en supplie. En VF aussi, ça marche très bien, même si vous reconnaîtrez la voix du méchant, ce n'est pas grave. Et je vous conseille vraiment la vision de ce film-là, époustouflant. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas aimé, likez, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Je vous dis à très bientôt, on a encore du gros lourd. Bye bye.